Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, j'ai le plaisir de vous présenter mon partenaire HR Technologie France, l'événement incontournable pour explorer le futur de la fonction RH. J'aurai la chance d'y animer une table ronde le jeudi 30 janvier intitulée « Crise d'attraction, pourquoi et comment la création de contenu peut sauver votre marque employeur ». HR Technologie France se tiendra les 29 et 30 janvier prochains à Paris, porte de Versailles. Il est gratuit et incontournable pour découvrir les dernières innovations RH. Rendez-vous sur hrtechnologiesfrance.com pour y trouver toutes les informations nécessaires. Je vous y attends nombreux. Hello à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Broye, une femme inspirante et engagée qui a su transformer son expérience perso en un projet pro unique. Gaëlle, tu es la fondatrice et dirigeante de l'Escale, un bilan de compétences 100% digitalisé et pensé spécialement pour les parents. Avec l'Escale, tu aides celles et ceux qui souhaitent redonner du sens à leur carrière tout en conciliant leurs aspirations pro et perso. Tu es une ancienne recruteuse, on va y revenir, et tu connais bien les défis du monde du travail, mais aussi ceux liés à la parentalité. Tu as également lancé Ma pause parentale, en parallèle de l'Escale, une initiative qui valorise les compétences acquises pendant les congés parentaux, une belle façon de réconcilier vie pro et vie perso. Alors on se connaît un petit peu, Gaëlle, je te connais. Ton approche à la fois est bienveillante, pragmatique, profondément humaine, comme en témoignent tes interventions dans d'autres podcasts ou dans tes partages sur LinkedIn. Préparez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, à un échange riche en conseils concrets, en énergie positive, avec une experte qui ne cesse d'encourager chacun à oser le changement et à se recentrer sur l'essentiel. Bienvenue Gaëlle, comment vas-tu ? Ça va, écoute, merci pour cette super présentation. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce que tu as décrit sur moi. Je suis hyper contente d'être là, de te retrouver en Bretagne exprès. Merci pour tout, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Gaëlle. Et oui, ça va bien. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler effectivement de l'Escale, du bilan de compétences, de l'importance que ce dispositif a pour tous les collaborateurs, y compris pour nous, pour vous les RH. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant de créer l'Escale ? Ouais, ok. Et puis ça a son importance parce que on pourra comprendre, peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Je pense, et c'est pas pour rien que je me suis lancée dans le bilan de compétences, que j'ai jamais vraiment su trop quoi faire dans la vie, que j'ai fait une école de commerce parce qu'on m'a dit que ça allait m'ouvrir des portes, puis j'ai commencé dans l'audit financier parce qu'on m'a dit que pareil, ça allait me donner pas mal d'opportunités par la suite. Et à chaque fois, en fait, j'ai fait 3 ans maximum dans chaque boîte, parce que je m'y retrouvais pas vraiment, parce que j'étais pas alignée avec qui j'étais. Donc en résumé, 3 ans en audit financier chez Price au Luxembourg, ensuite 3 ans en conseil, en stratégie dans le secteur de la santé, qui a été un secteur qui m'a attirée pendant très très longtemps. Famille de médecins, etc. On en parlera, la vision de la réussite dans les familles. Donc voilà, 3 ans aussi. Et ensuite, j'ai atterri un peu par hasard, comme beaucoup, dans le monde du recrutement. D'abord dans le recrutement dans la santé. Là, je pense que j'ai presque trouvé ma place à un moment. Et donc là, j'ai fait quand même 8 ans dans le recrutement. Ouais, donc t'es resté là. Ouais, mais bon, avec des étapes. D'abord à Paris, puis à Marseille. Jusqu'au moment où... T'es du Sud-Est, toi ? T'es originaire du Sud-Est ? Oui, moi je suis marseillaise. Ouais, donc à Paris, non. T'es content d'y être passé, quoi. Ouais, mais c'est un passage obligé. Et puis j'ai passé des super années. J'ai rencontré Laurent, qui est actuellement mon mari. Donc super expérience. Mais malgré tout, il y a un moment où on a un besoin de retour aux sources. Tu m'étonnes. Notamment parce que j'attendais un bébé, qu'on s'est dit qu'à Paris, ça serait chaud. Bref. Donc recrutement pendant quelques temps.
Et puis, une grosse remise en question à la naissance de mes enfants. Donc, j'ai 2 enfants qui ont aujourd'hui 10 et 8, mais quand ils étaient petits, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, des priorités qui ont changé. Et j'ai eu des déclics, plusieurs choses. Et fin 2019, début 2020, j'ai eu l'envie de passer plutôt côté candidat. Avec certaines frustrations de recruteurs, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et donc, j'ai créé l'Escale avec mon mari au départ, Laurent. Et donc, maintenant, ça fait 5 ans maintenant que je dirige l'Escale. Ok, on va revenir sur l'Escale et sur Bilan de compétences. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat réellement ? Quel a été le déclic ? Tu te dis, ok, parce que tu as été pendant plusieurs années du coup salarié de plusieurs entreprises, et de dire, je bascule dans un autre registre, et c'est un schéma familial, c'est une véritable envie, c'est quoi en fait l'ADN qu'il y a derrière ? Alors déjà, j'aurais jamais pensé me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu me l'aurais dit il y a 10 ans, mais jamais. Je pense que quand on entend, tu sais, parler des qualités de l'entrepreneur, etc., je pense que j'en ai aucune, mais clairement. Et du coup, plusieurs choses. Déjà, je suis mariée à un entrepreneur, et donc tu vois un petit peu ce que c'est. Tu baignes dedans. Je pense que depuis 12 ans, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs à chaque trajet en voiture. Enfin, tu commences un peu à baigner dans cet univers. Tu vois aussi ce que ça apporte en termes de liberté, de flexibilité. Moi-même, j'avais vraiment un grand besoin de flexibilité quand mes enfants étaient petits. Puis j'écoutais aussi beaucoup de femmes entrepreneurs. Je me disais, mais elles sont géniales, mais pourquoi pas moi ? Et je pense que celui qui m'a permis de me lancer, c'est mon mari, qui m'a dit, mais vas-y, c'est bon, c'est le moment, je t'aiderai, on y va. Donc j'y suis allée, mais vraiment, j'aurais jamais pensé, parce que tu me posais la question, mais moi, dans ma famille, il n'y a vraiment personne qui est entrepreneur. D'accord. C'est pas du tout la vision de la réussite qu'ils imaginent. Au début, ils ont tous pensé que je m'arrêtais pour m'occuper de mes enfants. Donc, non, c'est grâce... Et tu t'es pas dit, je crée un cabinet de recrutement ? Toi qui venais de cet univers, qui le connaissait par cœur, qui a forcément avec ses clients, son réseau local, comme tout consultante en recrutement. Et pourquoi avoir choisi plutôt de se spécialiser sur le bilan de compétences ? Et la sous-jacente, c'est en quoi, effectivement, ton expérience en recrutement a influencé ta vision aujourd'hui du bilan de compétences, et on va zoomer sur les particularités de l'Escale. Ouais, je pense que l'idée de l'Escale, elle est née vraiment d'une grosse frustration en tant que consultante en recrutement. Donc, j'étais consultante en cabinet, avec les contraintes que tu connais bien, que tu travailles pour ton client avant de travailler pour tes candidats, généralement. Et j'avais vraiment la frustration de ne pas aller assez au bout dans l'accompagnement des candidats. Et je m'étais dit, si un jour je lance ma boîte, en fait, je passerai de l'autre côté de la barrière et je ferai quelque chose pour aider les candidats, pour passer plus de temps avec eux sur la rédaction du CV, la préparation à l'entretien, et pour finalement plus les aider à trouver ce qu'ils aiment vraiment, parce que c'est quelque chose que je rencontrais beaucoup. En toute humilité et transparence, mais je m'étais dit, tiens, je vais faire... donc Laurent travaillait dans l'école du recrutement à l'époque, je m'étais dit, je vais faire pareil, mais pour les candidats, une école pour les candidats... l'école des recrutés. Ouais, complètement. Des futurs recrutés. Pour les aider à trouver ce qu'ils ont envie de faire, les aider à mieux se positionner. Bon, après, il y a eu pas mal de pivots, mais l'idée, c'était vraiment de combler cette frustration, de ne pas passer assez de temps avec eux. Ok. Bon, je t'insère, j'ai tapé bilan de compétences sur un moteur de recherche, j'en ai trouvé des milliers et des milliers de résultats. Alors, qu'est-ce qui différencie l'Escale des autres bilans de compétences qu'on peut trouver globalement assez facilement sur Internet ? Je pense que, écoute, personne n'a réinventé la roue. Parce que c'est un minimum encadré, le bilan de compétences ? Complètement, c'est réglementé. Donc, tu es obligé de passer par certaines étapes, tu es obligé de respecter certains process. En effet, tu tapes l'Escale. Alors, en plus, on s'appelle l'Escale, donc laisse tomber. Je pense qu'on passe après les 25 000 restaurants de France qui s'appellent l'Escale et les bars. Donc, tu tapes l'Escale bilan de compétences, c'est guère mieux. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui fait la même chose, ça c'est sûr. Je pense que ce qui peut nous différencier, c'est peut-être justement le fait que dans l'équipe, on soit pour la plupart d'anciens recruteurs et qu'on a eu l'envie de dépoussiérer un peu le bilan de compétences à l'ancienne et de se dire, ce qui ressort, c'est qu'il y a énormément de frustration,
chez les personnes qui ont fait un bilan, parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de projets qui ressortent, mais finalement, beaucoup ne peuvent pas être mis en œuvre parce que c'est pas forcément réalisable, ça correspond pas à leurs contraintes familiales, à la ville dans laquelle ils sont. Et donc, il y a beaucoup de déceptions suite à des bilans de compétences. Et moi, quand j'ai lancé l'Escale, je m'étais dit, je veux quelque chose qui soit réalisable, concret, et où on va finalement partager nos expériences de recruteurs et on va vraiment creuser la faisabilité des projets qui émergent. Donc, il y a peut-être déjà ça qui est différenciant. Okay. Après, je sais pas, il y a aussi d'autres choses qui sont apparues petit à petit, mais on a essayé vraiment de le rendre le plus possible adapté aux parents, parce qu'on s'est rendu compte que on attirait beaucoup de parents, peut-être parce que j'ai beaucoup parlé de ça aussi, et que devenir parent, c'est un moment charnière dans une vie pro, et donc il y a des problématiques qui sont communes aux parents, donc ça, on l'a traité aussi. Et après, je pense que c'est simplement les vraies qualités des accompagnatrices boosteuses de projets qui travaillent sur l'Escale, qui sont géniales et qui font un accompagnement hyper personnalisé, flexible. On est une toute petite structure, donc on arrive encore à faire quelque chose de un peu artisanal. Et spécificité, c'est 100% distanciel. Ouais, donc c'est-à-dire que je peux être n'importe où en France et travailler avec l'Escale. Complètement. Et même à l'étranger, parce qu'on a beaucoup d'expats finalement qui sont partis, ou de femmes d'expats. Et l'avantage d'être complètement en distanciel, c'est que on peut accompagner des gens partout. Ok. Comment est-ce que tu garantis, ou vous garantissez, parce que vous êtes plusieurs, mais comment est-ce que tu garantis un accompagnement personnalisé avec le format digital? Comment est-ce que vous arrivez à, tout en respectant le cadre d'un bilan de compétences, à amener cette spécificité de personnalisation et de 100% distanciel? Je pense qu'effectivement, il y a le tronc commun, on a toute une plateforme avec des modules, des vidéos, des exercices, et ça, c'est des choses qui sont assez communes pour tous. Mais après, on prend beaucoup de temps en amont avec le participant. C'est-à-dire, déjà, moi, j'échange avec la personne. La première personne qui l'aura au téléphone, c'est moi. Ensuite, il a aussi un échange avec sa future accompagnatrice qui va durer 1 heure, qui est en visio. Et tout ça, c'est pas encore dans le cadre du bilan. C'est vraiment avant. Pour valider que le courant passe, pour définir les objectifs vraiment spécifiques du bilan, parce que souvent, tu fais un bilan pour des objectifs classiques dont on parle, etc. Mais il y a quand même très fréquemment des sujets beaucoup plus personnels à travailler en parallèle, certains points de blocage. Et c'est hyper important, nous, qu'on ait tout en tête avant. Comme ça, on va vraiment moduler le parcours en fonction des besoins du participant. Et après, ça sera plus fluide. Et on va à chaque fois adapter chaque visio, les sources qu'on envoie, tous les messages à ces problématiques spécifiques. Ok. Vous avez des RH qui vous contactent? Clairement. Ouais. Comment tu... C'est une population... population qui nous écoute normalement. Enfin, même, tout le monde a le droit de nous écouter. On n'a pas forcément le droit de ne pas être RH et écouter aussi. On n'a jamais fait comme ça. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal qui écoutent. Comment tu gères ce type de démarche et quel est ton ressenti, toi, je dirais, du marché RH aujourd'hui et des RH que tu accompagnes? En fait, pour répondre à ta question... Dès les débuts de l'Escale, on a accompagné beaucoup de RH, beaucoup de recruteurs. Okay. Et on s'est dit, de manière assez basique, c'est normal, c'est parce que on a notre réseau, Laurent et moi, sur LinkedIn notamment, et que les gens à qui on parle, c'est peut-être eux, et donc c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, parce qu'ils connaissent que nous. Voilà, on avait un petit capital sympathie. Et donc, on avait beaucoup de RH et de recruteurs. Et en fait, malgré le fait que maintenant on accompagne tout type de profil, parce que le bouche à oreille a fait effet et qu'on a vraiment élargi notre persona type, on a beaucoup de RH qui nous contactent, mais parce que je pense que tu connais le contexte aussi bien que moi, mais on est sur une population qui a été hyper chahutée et malmenée, notamment depuis le Covid. Peut-être qu'on en discutera, mais il y a vraiment des problématiques particulières chez les RH. C'est des gens qui sont venus avec des convictions hyper fortes, des valeurs hyper fortes, qui sont souvent complètement décorrélées avec leur mission et les enjeux des sociétés dans lesquelles ils sont. Donc, il y a un mal-être finalement, un décalage encore plus fort. Et donc, clairement, on a énormément de RH qui nous appellent chaque semaine. D'accord. J'aime bien que tu reviennes un petit peu, toi, sur ce que tu dis. J'ai le sentiment que le bilan de compétences est souvent sous-estimé de la part des RH. J'en ai fait un, moi, bilan de compétences, il y a quelques années, quand j'habitais à Aix-en-Provence, donc dans le sud-est. Et c'est, je dirais, je pense, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, en fait. Parce que ça m'a permis de basculer
d'ingénieur en électronique à ce que je suis devenu. Donc, je ne pourrais jamais oublier ce bilan de compétences et qui m'avait été proposé, et financé d'ailleurs, par ma DRH à l'époque, Monique Donadieu. Donc, chose, je trouve assez rare. Et j'ai le sentiment, quand j'échange avec des professionnels RH, que quand eux-mêmes se posent des questions ou quand l'un de leurs collaborateurs, de leur équipe ou de leur entreprise ne pense pas forcément au bilan de compétences, pourquoi c'est sous-estimé et c'est pas juste va sur l'application là et puis choisis ton accompagnant avec j'ai même pas le nom de l'application pour te dire. Enfin bref. Sur CPF ? Ouais, sur CPF. Voilà. Et pourquoi c'est pas un outil qui est plus utilisé aujourd'hui par les RH pour eux-mêmes et pour les autres ? Bah écoute, je te renvoie la question parce que c'est vraiment un combat, nous, au quotidien. On aimerait vraiment que ça soit un outil qui fasse partie à part entière du développement en fait, d'un salarié dans une entreprise. Parce que je pense qu'en fait, le bilan garde cette image très poussiéreuse de si je paye un bilan à mon collaborateur, en fait, il va se barrer. Et nous, on essaie effectivement de mettre en avant nos premières statistiques, de montrer ce qui se passe. C'est que pour moi, le bilan, c'est un vrai outil de réengagement du collaborateur. Parce que au final, ce qu'on voit, nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on accompagne des personnes. On a dû accompagner presque 500 personnes depuis 2020. C'est que, en définitive, dans les 6 mois, il y a moins de 40% des salariés qui quittent leur poste, mais même beaucoup moins. Finalement, des gens qui plaquent tout, il y en a très peu. Quand ils quittent leur poste ou quittent leur entreprise ? Quittent leur entreprise. Parce que, c'est compliqué. Parce que, tu vois, moi, j'ai quitté mon poste, mais je suis resté dans la même boîte. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a qui quittent à la fois l'univers dans lequel ils étaient exactement. Donc après, il y a plein d'ajustements. En effet, il y a ceux qui restent dans leur poste, qui restent sur ce poste-là, mais dans une autre entreprise. Oui. Il y a ceux qui restent dans l'entreprise, mais qui prennent des casquettes supplémentaires ou des projets transverses ou qui changent de service. Il y a ceux qui changent de manager. Il y a ceux qui prennent un 4/5e pour faire quelque chose à côté. Donc, il y a plein d'ajustements, mais globalement, des gens qui plaquent tout, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. La plupart ont retrouvé de l'épanouissement, de la motivation autrement. Ça peut être des projets de formation, de mobilité interne. Ça peut être juste de savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu es là. Et j'aimerais bien, en fait, faire passer ce message de dire que finalement, en termes d'investissement, un bilan, c'est quand même pas énorme par rapport à ce que coûte tout ce que ça peut entraîner de ne pas être bien dans sa boîte. Oui. Un arrêt maladie, d'autres d'accord. sujets. Et montrer que ça peut être un vrai outil. Aujourd'hui, les RH qui sont les meilleurs prescripteurs pour nous et qui nous envoient un maximum de monde, c'est ceux qui sont eux-mêmes passés par le bilan, qui l'ont testé. Ils sont restés dans leur poste, en fait. Mais ils ont vu les bienfaits que ça apporte et donc ils le prescrivent, entre guillemets. En tout cas, ils le conseillent et surtout, ils le financent à leurs collaborateurs. Parce qu'on a beaucoup de RH qui nous envoient des participants, mais le financement reste via le CPF. Et moi, j'aimerais que ça soit un vrai outil interne aux sociétés. Je pense qu'on a encore un petit peu de boulot. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus sur des sujets... Ou du cofinancement. Il peut y avoir une partie par le collab à Porcelain et puis une partie par l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est plus effectivement... on accompagne beaucoup de collaborateurs ou des conjoints de collaborateurs sur des mobilités géographiques dans des grands groupes. On accompagne des retours de congés mat ou congés parentaux. Il y a certaines spécificités, certains cas de figure où ça rentre un peu dans les mœurs, d'autres de manière plus régulière, de se dire tiens, au bout de 5 ans, on pourrait payer un bilan à un collaborateur. Ça se fait pas encore, mais peut-être que ça viendra. Ouais. T'as une petite question un peu provocatrice peut-être. Est-ce que tu penses qu'on pourrait rendre obligatoire le bilan de compétences ? Je sais pas, tous les X années, tous les 7 ans, tous les 10 ans, un collaborateur devrait réaliser un bilan de compétences. Mais clairement. Moi, je suis convaincue que déjà, on devrait tous et toutes en fait faire au moins une fois dans sa vie ce point, se dire pourquoi je suis là, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché. Quand tu vois à quel point on a 100% des participants qui repartent du bilan avec beaucoup plus de confiance en eux. Et après, ça c'est le premier effet. Il y a plein d'autres choses derrière. Je pense que ça devrait être obligatoire. Et là, quand tu vois à quel point en interne c'est compliqué, à quel point le taux de désengagement augmente, le nombre d'arrêts maladie, surtout pour problèmes de santé mentale, entre guillemets, au sens large, augmente.
Pour moi, ça devrait un jour être obligatoire, comme tu dis, peut-être tous les 5 ans, tous les 7 ans, parce qu'on a tous des temps de vie. Quelque chose qui t'a plu il y a 5 ans ne te plaira pas forcément, mais il ne faut pas forcément jeter bébé avec l'eau du bain. Il y a peut-être juste des petits pivots à faire pour retrouver l'énergie, retrouver de la motivation et repartir sur ton poste avec des petits ajustements. Donc clairement, j'adorerais que ça soit obligatoire. Et c'est valable pour tout âge, à ton avis? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui va commencer dans la vie active autour de 20, 22, à 27, 28 ans, il devrait déjà faire son premier bilan? Ouais. Non, mais et pas attendre 40, 45 ans, là où des fois on se pose plus de questions, machin, bidule truc, quoi. Mais on le voit de plus en plus. En effet, au départ, c'était ça. C'est un peu ce que tu dis, c'est que tu avais vraiment des moments charnières. Donc, tu avais la population féminine. Les femmes, c'est plutôt aux alentours de entre 35 et 45 ans qu'elles viennent. C'est au moment où elles ont eu des pauses un peu imposées, des congés mat, etc., qu'elles ont eu finalement l'occasion de se remettre en question et de se dire « Attends, mais je veux plus faire ça, moi, le reste du temps. Je peux pas recommencer comme ça. » Les hommes, la crise de la quarantaine, elle est réelle. Ouais. Donc au départ, c'était ça. Ceux qui faisaient le bilan, c'était des personnes entre 35 et 45 ans qui arrivaient à mi-parcours, qui voulaient redonner du sens à ce qu'ils avaient fait, qui avaient testé plein de choses mais qui ne s'y retrouvaient pas. Sauf que là, depuis, je dirais, 2 ans, on a vraiment élargi comment on dit, l'âge médian finalement. Aujourd'hui, on a pas mal de jeunes qui viennent, qui ont bossé 2-3 ans et qui se disent « Mais en fait, plutôt que de continuer encore 10 ans comme ça, je préfère vite faire des ajustements, me réaligner avec qui je suis plutôt que de perdre du temps. J'ai suivi juste une vision, des conseils qui étaient ceux de ma famille, mais c'est pas moi. » Et donc, on a de plus en plus de jeunes qui viennent faire un bilan au bout de 2-3 ans d'activité. Et ce qui est rigolo, c'est je pense que ça a peut-être été aussi lié à la réforme des retraites. Mais on a de plus en plus de personnes de plus de 55 ans qui viennent nous voir en disant « Ok, là, je devais déjà bosser encore 10 ans. Je ne me vois pas bosser encore 17 ans sur ce job parce que je ne me sens pas, je ne m'y retrouve pas. » Et donc, on a des personnes de 55 ans qui soit veulent retrouver l'épanouissement dans les 10 ans qu'il leur reste à bosser, soit même préparer leur retraite en disant « Toute ma vie, j'ai fait un job alimentaire, j'ai fait quelque chose parce que de toute façon, j'avais pas le droit de me remettre en question, j'étais charge d'âme. Mais là, maintenant, j'ai envie de faire un truc que je kiffe et de me lever le matin avec l'envie d'aller faire une activité utile. » Donc, je pense qu'on n'a jamais eu autant d'écart d'âge dans le bilan. Ok, oui. Ça, je pense que c'est... l'intergénérationnel, là, tu le vois vraiment sur ce type de dispositif. Je reviens sur une question que je t'ai pas posée tout à l'heure. C'est un peu décousu mon truc, mais tu sais, sur le bilan de compétences qui est financé ou cofinancé par l'employeur. Du coup, le contenu, le résultat d'un bilan de compétences, il est confidentiel à destination du collaborateur, de la collaboratrice qui a suivi. Quels seraient tes conseils par rapport à ça, autant pour un RH qui nous écoute ou qu'un collaborateur qui nous écouterait, qui a envie de faire un bilan de compétences, si c'est cofinancé ou financé par son employeur, est-ce qu'elle a intérêt à partager le résultat? C'est quoi ta posture, toi, par rapport à ce type de sujet? Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça recoupe quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, c'est de créer un bilan professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un bilan qui est peut-être un peu plus cher que ce qu'on propose pour un collaborateur lambda, mais l'idée, c'est vraiment d'inclure le RH ou le manager ou le directeur, le N+1 en tout cas du collaborateur, dès le début. C'est-à-dire que tu as un entretien tripartite au départ où on définit en fait où on va, comment ça va se passer, ce qu'on va faire, et tu as un entretien tripartite à la fin. Donc quand je dis tripartite, c'est l'escale, le salarié et le manager ou RH, ou autre personne responsable en tout cas liée au salarié, et de dire qu'en fait de pouvoir l'inclure tout au long du parcours, ça va permettre au RH de piloter finalement ce qui va se passer. Et donc, en effet, en contrepartie, vu qu'il y a un financement, le salarié va s'engager à partager les résultats de l'issue du bilan. S'il y a des choses qui, en fonction des projets qui émergent, s'il y a des choses qui peuvent être mises en place en interne, ok, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet de formation? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme projet transverse? Dans quelle équipe on peut le repositionner? Et donc là, vraiment, il y a tout un projet de réajustement qui se met en place. Si, en effet, les projets qui émergent sont pas du tout réalisables au sein de l'entreprise, ok, très bien. On sait que la personne va s'en aller, mais ça permet quand même de piloter le départ et pas de se retrouver avec, justement, pareil, un désengagement, un départ précipité, une RC qui se passe mal, etc. Et c'est aussi tout bénéfice pour le RH de pouvoir piloter son activité, gérer ses futurs recrutements, etc. Donc l'idée, c'est en effet
Dès qu'il y a un financement, là, le salarié va être plus transparent sur ses résultats. Mais il faut se mettre d'accord en amont, peut-être. Ouais, t'es obligé. Je pense que tu dis, OK, je remercie l'entreprise de me permettre cette parenthèse professionnelle dans ma vie. Voilà, on va travailler ensemble, on va voir ce qu'il en découle. Et dans tous les cas, ça sera du gagnant-gagnant. Ouais, c'est intéressant parce que je parle de ma vie, c'est pas génial de parler de ma vie au podcast, mais effectivement, moi quand j'avais eu 100% du financement par l'employeur, ma consultante en bilan de compétences à l'époque m'avait dit surtout le partagez pas, ça peut vous porter préjudice, que j'étais ingénieur et ça parlait de marketing et de RH, donc, tu vois. Mais en fait, moi je me suis dit, mais en fait, d'abord elle le finance et deux, qu'est-ce que j'ai à perdre à le donner en fait? De toute façon, dans ma tête, il fallait que j'avance. Donc, autant avancer ensemble que d'avancer un peu l'un contre l'autre, qui n'apporte pas grand-chose. Mais je pense qu'il faut le caler en amont. Ouais. Je suis assez fan de ça, en fait. Ouais, de le dire. Et à part, effectivement, des situations conflictuelles, mais globalement, je pense qu'on a vraiment tout à gagner. Et il y a, pour moi, déjà, le fait que l'entreprise accepte de financer... déjà, tu envoies des signaux hyper forts à ton salarié. Enfin, c'est vraiment que tu es là pour l'accompagner, quoi qu'il se passe derrière. Et globalement, comme je dis, ce qui se passe, c'est qu'en général, la personne reste dans son poste. Sinon, s'il y avait le besoin de partir, il y aurait déjà des choses qui auraient été mises en place. Donc, je pense que ce travail commun en toute transparence peut être hyper bénéfique. Oui, moi, je connais pas tes coûts, mais j'ai mis entre 2 et 3 000 euros. Enfin, c'est dans ma tête. Non, on est à 1750. Ah là, tu vois, je suis trop généreux. Ouais, non, mais complètement. Donc 1750 euros versus le coût d'un désengagement de quelqu'un qui va éventuellement partir, qu'il va falloir remplacer, le coût d'un cabinet de recrutement, ou même d'un recrutement interne, peu importe. C'est rien, en fait. Ah, mais on sait très bien. Les RH savent le prix d'un recrutement. Et en termes de marque employeur, le message qui est passé en interne, c'est... Parce que ça se sait, j'imagine. Martine a été accompagnée par la RH pour l'aider à retrouver une solution en interne, en externe. À la limite. On ne sait pas trop au départ. C'est ça, mais même en image d'offboarding, de dire, fait. Ça aussi, c'est de la marque employeur. La personne qui va s'en aller, mais qui a été accompagnée de cette manière-là, c'est que de l'image positive à l'extérieur. Que de traîner quelqu'un qui est en bore-out ou qui n'est pas bien pendant des semaines et des semaines. Tu ne peux pas recruter, tu ne peux rien faire derrière. Donc... Ok. Tu as le sentiment d'observer depuis, donc tu l'as créé en 2020, post-Covid, tu vois beaucoup plus de reconversion professionnelle forte depuis 5 ans. Est-ce que tu as vraiment ce sentiment-là aussi de gens qui faisaient un métier A et qui se disent, après bilan, je vais faire un métier B qui n'a rien à voir? Est-ce que tu as le sentiment d'en voir plus ces dernières années? Ce qui est certain, c'est que la crise a clairement été un vrai déclencheur aux remises en question. C'est que il y en a jamais eu autant que depuis que les personnes ont pu s'arrêter et se dire mais en fait je veux pas ça, je veux plus de sens. Il y a eu un vrai besoin de sens, de transmission, etc. Et t'as des ressentis sur des métiers qui attirent beaucoup aujourd'hui, des personnes qui veulent changer. Je trouve que tous les métiers de l'accompagnement, de participation au bien-être, des coachs, je pense que tu le vois, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui se lancent dans le coaching, sur des sujets aussi de naturopathie, kinésiologie, orthophonie, enfin, tous les métiers d'accompagnement, les gens ont besoin de sens. Alors après, il faut aussi toujours relativiser, le sens, c'est quel sens tu donnes toi à ton métier, c'est pas forcément en rendant service que toi tu trouveras du sens à ce que tu fais. Mais on a quand même cette tendance-là d'aide, d'accompagnement. Après, je suis pas sûre, ça serait intéressant de le voir, qu'il y ait finalement beaucoup plus de reconversion totale qu'avant. Okay. Tu vois, des virages à 180 degrés, comme tu vois dans les journaux, sur TF1, etc. Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Je suis pas sûre. En revanche, on a beaucoup plus de personnes qui s'autorisent quand même à faire des ajustements dans leur vie. Mais pour faire une vraie reconversion... faut arrêter de raconter toujours la belle histoire. Ça demande quand même d'avoir un peu d'argent de côté, pas beaucoup de contraintes logistiques, financières. Un entourage familial aussi qui le permet, etc. Je pense qu'il y a plus des ajustements que des vraies reconversions, mais clairement, quand tu vois le nombre de personnes qui se lancent dans un bilan, ça a été en augmentation depuis 2020. Bon, et dis-moi tout, il y a des gens qui veulent devenir RH ou il y a des gens qui veulent surtout ne plus devenir RH, rester RH? Est-ce que tu ressens autour de la fonction RH des sujets plutôt d'attractivité ou de repoussoir? Tu as des vrais allers-retours.
Ok. En fait, on a beaucoup de RH qui disent mais moi je veux quitter cet univers qui me détruit parce que il y en a beaucoup qui sont essorés, qui passent leur temps finalement à prendre des décisions qui sont pas alignées. On en parlait au début avec leurs valeurs, qui ils sont, etc. Qui sont confrontés tous les jours à des gens qui eux-mêmes sont en mal-être psychologique, etc. Donc c'est des personnes qui veulent sortir de cet univers-là, même s'ils sont rentrés par passion, par vocation, ils veulent en sortir. Mais à l'inverse, t'as aussi beaucoup de personnes qui arrivent en disant mais moi, le truc un peu classique, mais je veux de l'humain. Moi, les RH, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. J'ai envie de me lancer dedans. Je vais me lancer dans un master RH. Donc c'est rigolo, t'as des allers-retours. Je pense que ça s'annule. Ok. Je pense que de toute façon, c'est représentatif de ce qui se passe aussi dans la vraie vie. C'est qu'on n'a plus envie de faire un métier. Enfin, c'est bateau ce que je raconte, mais pendant 40 ans, dans la même boîte, c'est plié ce truc-là. Et donc de s'interroger sur différents métiers. Le bilan de compétences permet ça, hein. Ouais. Enfin, vraiment de dire est-ce que c'est la bonne idée, pas la bonne idée. Vous accompagnez aussi sur la partie aide à la recherche, de la formation qui va bien. Vous travaillez sur ces sujets-là? Ouais, alors on va pas te sortir un listing des écoles qui va bien selon le projet qui émerge parce qu'il y a tellement de possibilités. En revanche, on t'aide à aller rencontrer les bonnes personnes pour avoir les bonnes infos et justement, s'il y a sujet de formation, de savoir vers quelle formation te tourner derrière. On essaie, en fait, quelle que soit l'issue du bilan, d'aller un peu plus loin. Si c'est de la recherche d'emploi salarié, comme on est d'anciens recruteurs, ça, on peut l'apporter sur un plateau. Vous pouvez aider à passer un entretien, à développer son profil LinkedIn, j'en sais rien. Complètement. En fait, on a créé des parcours là aussi en ligne, mais sur tous ces sujets, pour pouvoir faciliter la recherche d'emploi, comment tu rédiges ton CV, donc on donne un template, etc., pour rédiger entièrement tout le CV, comment on se prépare à l'entretien, comment on devient plus visible sur LinkedIn, comment on développe son réseau. Tous ces sujets, forcément, on n'allait pas. On peut en faire profiter les salariés, les participants, donc ça, on le fait. Si c'est des projets entrepreneuriaux qui émergent, on a une de nos boosteuses en particulier qui fait de l'accompagnement et là aussi, on va aller assez loin sur la construction du business plan, etc. Et en effet, s'il y a des sujets de formation qui émergent, bien qu'on ne soit pas pro, et puis c'est tellement nébuleux le milieu de la formation, mais on essaie d'aller le plus loin possible pour les aider. Ok. Tu parles de boosteuse. C'est le terme que vous utilisez entre vous? Ouais, en fait, je pense que au départ, c'est les participants féminin qui l'ont trouvé. C'est 100% féminin. Ouais, c'est très féminin. Ouais. Ok. C'est que des boosteuses pour l'instant. C'est pas un choix. Non, pas du tout. Non, pour l'instant. Enfin, j'ai jamais eu l'envie déjà de n'accompagner que des femmes, parce que je trouve qu'il faut, au contraire, les hommes devraient s'autoriser le plus possible ces remises en question, ces pauses professionnelles, justement. Donc, pas d'accompagner que des femmes. Et j'ai pas eu l'envie non plus d'être une équipe féminine, mais en fait, ça s'est présenté comme ça. Ça a été que des coups de cœur pro. Et donc, l'équipe s'est constituée comme ça. Et donc, les filles qui accompagnent les participants sont des accompagnatrices boosteuses de projets, parce que c'est vraiment ça. Les participants disent même propulseuses, parce que c'est vraiment un coup de boost, en fait, dans une vie pro. Tiens, si je t'entends là, si tu as envie de devenir booster ou boosteuse, c'est quoi tes critères de recrutement de booster ou de boosteuse? Alors ce qui est rigolo aujourd'hui... Qu'est-ce qui est important pour toi, en fait? C'est le parcours d'avant? C'est d'avoir déjà réalisé des bilans de compétences? Non. C'est intéressant. Non, justement, en fait, on veut vraiment sortir de ça. C'est que, typiquement, on a vu des structures de bilan de compétences qui... Enfin, ces structures, même pour recruter, disent il faut avoir une formation telle de machin et avoir déjà bossé 2 ans dans le bilan. Donc en fait, c'est un peu faites ce que je fais parce que je dis, mais ça va à l'encontre de ce qu'on dit. Qu'au contraire, tu peux faire ce que tu veux si la motivation est là. Donc nous, alors toutes les boosteuses ont fait elles-mêmes le bilan de l'escale. C'était pas voulu, mais en fait, elles ont toutes suivi le bilan à un moment de leur vie. Et ce qui est apparu dans les projets, c'est l'accompagnement, notamment l'accompagnement au bilan de compétences. Après, ça a été des rencontres, des échanges. Et ça s'est fait comme ça. Et puis, elles ont été formées en interne à notre méthodologie. Mais aujourd'hui, toutes les boosteuses ont fait le bilan. Elles ont toutes des parcours qui étaient plus ou moins dans l'accompagnement. Donc, je te le disais, le recrutement, je pense que je garde un peu un attachement particulier. Je pense que c'est un profil que j'aime parce que... Pour moi, il y a un vrai côté pragmatique, terre à terre. On ne fonctionne pas... Oui, puis elles savent l'étape d'après. Ouais.
Ils savent ce qui va arriver. Ça sert à rien de faire des fausses promesses on va ouais. creuser la faisabilité. Ok, ça tu peux pas. On se permet de donner des conseils. On n'est pas coach, on est vraiment en dimension conseil. Oui. Voilà. Donc j'ai pas de critères définis, mais je pense qu'il y a ce côté un peu pragmatique qui me plaît bien. Ok, intéressant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à faire un bilan de compétences? Je t'écoute, je suis RH là, j'hésite. Quel conseil tu au-delà de te contacter et d'échanger avec toi? Parce que j'ai mis qu'il y a des fois des gens qui échangent et puis à la fin font pas de bilan. Ça doit arriver. Mais quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce qui est indispensable pour toi? Je pense que il faut. Je conseillerais à tout le monde en fait de faire un bilan au moins une fois, mais surtout de se détacher de certaines peurs de non, mais je vais pas faire un bilan maintenant, moi je peux pas tout lâcher, je peux pas tout plaquer. On a beaucoup de personnes qui se lancent dans un bilan et il se passe rien tout de suite derrière, mais c'est juste que ça a permis de reprendre de la motivation, d'entrevoir en fait une issue, de se dire je donne souvent cette image, c'est pas très joli, mais il y a un peu la lumière au bout du tunnel. Mais quand tu sais derrière quels sont les projets réalisables, finalement, tu peux encore tenir des mois, si ce n'est des années, dans un projet, parce que tu sais ce que tu peux faire derrière. Et je pense qu'il faut se détacher de certaines peurs et se dire que c'est un vrai boost de confiance et de ne pas attendre d'être au pied du mur, de ne pas attendre de ne plus pouvoir te lever le matin ou d'être dans l'urgence financière parce que finalement, tu as été obligé de quitter un manager toxique, un poste, etc. Et d'anticiper. Je pense que le meilleur moment pour faire un bilan, c'est quand ça va assez bien, parce que tu vas prendre le temps d'explorer toutes les pistes qui vont s'offrir à toi. Et même si tu ne mets pas en place les choses tout de suite, tu as retrouvé de l'énergie. Donc, je dirais de le faire quand ça va bien. Et puis après, tu verras ce qui se passe. Est-ce que si dans l'hypothèse où je ne vis pas seul, il faut en parler à son conjoint, sa conjointe? C'est indispensable? Moi, je pense que oui, mais c'est marrant parce qu'on a vraiment les deux cas de figure. On a des participants qui font ça vraiment en douce, en disant non, moi je sais qu'en fait, si je lui fais part de mes projets, il va stresser, il va projeter toutes ses peurs. Ouais, mais non, on peut pas lâcher, on a les enfants à l'école, machin. On a la maison à payer, le machin. Voilà. Et ça va me stresser. Ouais. Donc, et en fait, elles ont attendu d'avoir un projet coup de cœur et leur plan d'action mis en place pour en parler. Ah, c'est bon. T'en as d'autres qui, au contraire, savent que le conjoint ou la conjointe va être un vrai soutien et donc qui en parlent dès le départ. C'est même leur binôme, parce que des fois, il y a des travaux à faire avec un buddy et ça va être leur binôme. Et t'en as même qui se lancent en couple. Ah, okay. C'est trop marrant. Chacun veut le faire de son côté. On a eu 2-3 couples qui ont dit on le fait en même temps parce que du coup, si des fois il y a des projets de déménagement par exemple, là on va quitter la région parisienne, on veut se projeter dans le sud-ouest, voilà, on va travailler l'étape d'après tous les deux en même temps et voir ce qui est réalisable. Donc on a tous les cas de figure. Ah, intéressant. Si on se projette un peu dans le futur, le monde du travail est en pleine mutation. Alors je pense qu'on dit ça depuis 30 ans, mais aujourd'hui, il bouge quand même beaucoup. L'IA arrive, percute, etc. Est-ce que toi, tu réfléchis un peu au bilan de compétences de 2030 ? Est-ce que tu vois des évolutions à venir, ce bilan de compétences ? Est-ce que je trouve que tu l'as fortement innové avec la technologie, avec du distanciel. Voilà, ça sort du bilan de compétences traditionnel chez cabinet, truc muche RH. Tu vois, où tu as vraiment fait un truc un peu plus, clairement plus moderne. Est-ce que tu réfléchis à 2030 sur d'autres aspects d'innovation? Est-ce que l'IA demain, les outils prédictifs, est-ce que tu utilises des outils comme Assess First, par exemple, aussi dans aujourd'hui ou demain? Est-ce que ça, c'est des réflexions pour toi? Ouais, alors je suis pas très bonne là-dessus, mais en tout cas, oui, alors clairement, première question, Assess First, c'est notre partenaire depuis toujours. Ok, tu vois, je savais pas. Ouais. Okay. Notre soutien numéro 1, déjà, j'adore leurs tests. En fait, on a clairement inclus leurs tests de personnalité, de motivation et de compétences dans notre parcours, parce qu'il est hyper visuel, lisible, et les participants adorent. Donc clairement, oui, on a des tests de personnalité, de motivation, on a des exercices de mise en situation. Enfin voilà, on essaie de multiplier les outils pour que ça convienne à tout le monde. L'IA au sens très réduit, mais on commence à s'en servir aussi. Enfin, les boosteuses s'en servent effectivement en fonction de tous les résultats qui ressortent, notamment de la phase d'introspection, pour aller encore plus loin sur la définition de projet, qu'on passe à côté de rien, qu'on puisse aller explorer toutes les pistes. Donc on commence à s'en servir. Je pense qu'on n'est pas très très bonne, mais on commence. Après, comment est-ce que je vois le bilan de 2030 ?
je pense que il va falloir encore plus. Tu vois, nous, une de nos particularités, c'est de travailler aussi bien le pro que le perso. Parce que les frontières sont de plus en plus floues entre les deux. Aujourd'hui, tu réfléchis à la suite. Tu peux pas mettre de côté ton perso quand tu réfléchis à ta vie pro. Enfin, en tout cas pour beaucoup. Et je pense que ça sera plus un bilan de vie que tu feras comme ça à différentes étapes de ta vie, mais que tu pourras pas distinguer les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que on se serve de tout ce qui est à notre disposition pour avoir un bilan de vie le plus efficace possible, pour retrouver du sens, de l'épanouissement, que ça te suive toute ta vie sur l'accumulation d'expériences. Je sais pas, mais en tout cas, on pourra plus parler que de vie pro. Ah, c'est intéressant. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous vous entourez, je sais pas, d'experts ou d'expertes sur d'autres sujets à côté du bilan de compétences où tu te dis, tiens, quand j'accompagne telle ou telle personne, elle a peut-être besoin d'aide là-dessus ou tel sujet, et après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais de la conseiller ou de le conseiller de s'orienter vers tel ou tel sujet, parce que dans le bilan de compétences, on parle pro, mais des fois on parle perso aussi, il y a plein de choses qui ressortent, il y a la confidentialité bien sûr derrière tout ça, mais est-ce que des fois il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'aide au-delà du bilan de compétences? Est-ce que du coup toi vous vous êtes construit un réseau de soutien qui peuvent aider en complément? Ouais, on commence. Typiquement, on a de plus en plus de personnes qui nous appellent et qui sont en situation de burn-out. Et nous, clairement, on fait plus l'erreur d'accompagner ces personnes. On leur dit qu'on peut se lancer dans un bilan, on peut réfléchir à sa vie pro qu'une fois qu'on est guéri et qu'on a travaillé le perso. Donc là, on leur dit, voilà, fais-toi accompagner, travaille là-dessus. Et donc, on essaie de recommander 1 ou 2 personnes. Et ça va dans les deux sens. Parce que là, depuis 6 mois, on a à la fois des psychothérapeutes, des psychologues et des médecins du travail qui prescrivent, on peut dire prescrire, le bilan à leurs patients. Et ça, je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un vrai réseau de santé mentale qui se construit. Après, non, je pense qu'il faut qu'on travaille encore plus, faudrait qu'on ait des interlocuteurs sur plein de sujets. Nous, on apprend vraiment à mettre en place une démarche réseau, à aller voir les bonnes personnes en fonction des besoins des participants. Mais on devrait aller encore plus loin, je pense. Ok, non, mais c'est un véritable sujet, vraiment d'entourer, parce que un bilan de compétences, c'est une vingtaine d'heures à peu près. Ouais, c'est ça, 24 heures. Ouais, voilà, tu vois, donc en 24 heures, c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup, selon les sujets qu'on a abordés, quoi. Donc, ok. C'est quoi ton plus grand apprentissage depuis que tu as créé Escale? On arrive sur la fin un peu du podcast et j'ai envie d'aller sur des questions un peu plus perso. Qu'est-ce que tu as appris, toi, depuis que tu as créé l'Escale? J'ai appris tellement. En fait, je pense que tout ce qu'on dit aux participants, tous les conseils, tout ce qui nous renvoie aussi, leurs problématiques, ça nous fait... je pense que moi-même, je continue à me chercher un peu tous les jours. Tu vois, la fille qui n'a jamais vraiment su, mais ça me fait grandir à chaque fois. Et après, j'ai eu l'impression... là, ces 5 dernières années, d'apprendre plus que les 10 précédentes. En fait, en tant qu'entrepreneur, tu apprends chaque jour sur tout. De la comptabilité au montage de vidéos, au social. Voilà, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps, mais d'être jamais assez. Je saurais pas te dire, tu vois, le plus grand apprentissage. Je pense que c'était surtout sur tout ce que ça m'a appris sur... alors, c'est le mot galvaudé, mais sur l'humain. En fait, notre équipe, elle a évolué, en fait, depuis les débuts de l'Escale. Au début, j'étais en binôme avec Laurent, mon mari, puis j'ai vu à quel point travailler en couple, c'est un challenge de tous les jours. Après, j'ai été associée avec Colombe, et puis là aussi, en fait, c'est l'association, c'est dur. Ça a été... des magnifiques apprentissages, ça a été un coup de cœur professionnel, et avec tout ce que ça m'a renvoyé, je pense que voilà, il faut toujours s'améliorer sur le management. Là, c'est encore une autre équipe. Je pense que là-dessus, sur comment s'entourer des bonnes personnes, comment prendre soin d'elles, parce que nous, on prend soin des gens, mais des participants, mais le plus important, c'est que nos boosteuses, on puisse prendre soin d'elles aussi, parce que tu peux pas tirer les gens vers le haut si toi-même t'es pas aidé, appuyé derrière. Et ça, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, et voilà, il faut que je m'améliore. Donc bref, j'apprends, pas assez, mais en 5 ans, t'as appris beaucoup plus qu'en X années avant, quoi. Ah ouais, clairement.
clairement. De toute façon, se remettre en question, quelle que soit la remise en question que l'on fasse, te permet d'apprendre. Moi, c'est aussi un message que j'ai pour les gens qui nous écoutent et qui des fois s'interrogent. Voilà, c'est un moment. Faut oser changer, oser peut-être se faire accompagner. Voilà, après ça, c'est chacun décide ça de telle ou telle manière. Mais changer dans une vie professionnelle qui est très longue aujourd'hui, ça aide clairement à mieux savoir où on veut aller, où on ne veut plus aller, aller sur d'autres terrains de jeu. Voilà. Après, quand tu deviens entrepreneur, tu fais plein d'autres métiers à côté que ton cœur de métier et qui t'aident en fait, qui t'aident et qui te font découvrir plein de choses. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a une courte histoire que tu pourrais nous raconter, une anecdote pro que tu pourrais nous raconter? Alors, tu peux anonymiser, évidemment. C'est évidemment l'objectif, c'est pas qu'on connaisse Martine ou Jean-Jacques, mais quelque chose que tu n'as encore jamais raconté à un micro, qui t'est arrivé avec un partenaire, un client, une cliente. Non, je pense qu'il y aurait plein de petites anecdotes, parce qu'aujourd'hui, des belles histoires qu'on pourrait raconter sur le bilan, sur les reconversions, quelque chose qui t'a marqué, en fait. Ouais. Je pense qu'en fait, plus partager une anecdote sur moi, parce que je trouve qu'on raconte beaucoup la belle histoire des reconversions, et je pense que j'ai pas assez parlé d'une étape qu'on a vécue donc avec mon ex-associé Colombe, où on était au tout début de l'escale, et donc on vendait des bilans à 500 €, des petits parcours, donc on en vivait moyennement. Ça se vendait bien, mais bon, pas assez pour se verser un super salaire. Et puis on a pris la décision de passer officiellement bilan de compétences. D'accord. Et donc après de passer la certification Calliope pour que le bilan soit financé par le CPF. Oui. Ce qui était un peu le début vraiment de la croissance de l'escale. Donc on l'a fait, on l'a eu, on était super contents, sauf qu'à ce moment-là, pendant 3 mois, on n'a rien touché, parce que aujourd'hui, quand tu reçois le financement d'un bilan par le CPF, tu es payé 3 mois après le début du bilan. Ah oui. Donc là, pendant 3 mois, on s'est retrouvé avec 0 cash. Et pareil, moi, pas de soutien. Voilà, on a quand même une famille à nourrir, un crédit, machin. Et donc, très, très stressant. Et en fait, Colombe, à mi-temps, elle faisait des bagels dans une petite boutique. Voilà. Un vendeur de bagels. Je pense qu'elle a le job pas très, très facile, parce qu'elle est à 7h du mat pour mettre les tables, etc. Et moi, j'ai bossé à mi-temps dans la boutique de déco d'une copine. Et en fait, toutes les deux, on a eu ce petit job à côté. Et je pense, oui, alors c'est pas un secret, mais on n'en parlait pas beaucoup, parce qu'on avait l'impression que si on le diffusait sur LinkedIn à ce moment-là, les gens allaient se dire, ouais, mais attends, cette boîte, elle marche pas, les filles, elles font un truc à côté. C'est des loseuses, en fait. Complètement. Donc, tu vois, on n'en parlait pas. Et en fait, je me dis, mais non, il faut en parler. C'est que, ça arrive. Et je pense qu'il faut se dire que tu peux trouver les moyens, finalement, de passer des étapes un peu compliquées si tu veux lancer quelque chose. Et qu'après, voilà, c'est juste des étapes. Et on avait trop cette notion d'image. Je pense que j'aurais dû en parler. Donc voilà, là, aujourd'hui, je dis, ouais, on a fait pendant 3 mois des petits jobs à côté. Et je pense que c'est bien que nos participants le sachent. Bref. Parce que, voilà, ça peut peut-être en inspirer certains. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais, je suis très fatigué en fin d'après-midi, là. D'interviewer sur ce podcast. Moi, malade, je suis fatiguée, c'est bon. Ouais. Quelle personne tu me recommanderais d'interviewer? Puisqu'on s'adresse à des RH, moi, j'aurais envie de parler de Claire Guillemin-Deschamps, avec qui on a vachement travaillé l'année dernière. On a toutes les deux une appétence particulière pour le sujet de l'accompagnement de la parentalité en entreprise. Donc, on avait monté un événement dédié aux RH et aux dirigeants sur ce sujet de parentalité, parce qu'on n'en a pas énormément parlé, mais c'est vraiment un parti pris chez l'Escale. Et Claire, sur des sujets, sur ces idées d'accompagnement du collaborateur à toutes les étapes de vie dans une entreprise, elle est passionnante. Donc voilà, parce que je l'adore aussi sur le perso, je te dirais, tiens, à l'occasion. Tu veux dire un mot sur la parentalité, parce qu'effectivement, c'est vrai que je voulais pas alourdir trop le podcast, mais tu as créé Ma Pause Parentale. Est-ce que tu veux dire un mot sur ce sujet? Pourquoi tu l'as créé? Rapidement. Parce que je pense qu'on parle pas assez justement de... Et aujourd'hui, on peut le mettre sur LinkedIn en plus, Ma Pause Parentale. Ouais, complètement. En gros, l'idée, c'est de pouvoir afficher ta
parentalité, on dit ta pause parentale, que ce soit un congé mat, un congé paternité, un congé parental sur ton profil LinkedIn, parce que je pense que ça fait partie à part entière du parcours de vie d'un salarié et qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Et c'est ce qui fait que les inégalités entre hommes et femmes persistent, parce que les inégalités hommes-femmes, en fait, elles arrivent au moment de la parentalité. C'est ce qui fait que les femmes continuent d'être discriminées en entretien au moment où elles vont avoir l'âge d'avoir des enfants. C'est ce qui fait que il y a toujours ce moment un peu de décrochage. Les femmes, quand elles reviennent de congé mat, c'est toujours très, très, très compliqué. Et voilà, ce sujet de la parentalité me tient à cœur parce que je pense que ça doit faire partie du collaborateur avec tout ce qui gravite autour. Et on a voulu créer un bilan qui prenne en compte cette parentalité. Ma pause parentale, c'est un outil, mais c'est aussi tout ce qu'on fait pour les parents pour assumer cette parentalité et trouver quelque chose trouver un meilleur équilibre. Et un grand merci. Pour les personnes qui veulent vraiment creuser ce sujet-là, j'ai interviewé Laurie Maurice, la directrice générale, la CEO de Shodo, qui a mis beaucoup de choses en place dans son organisation sur le sujet de parentalité. Je ne sais pas si tu l'as écouté cet épisode, mais franchement, je le conseille à tout le monde parce qu'il fait énormément réfléchir sur ce que tu viens de dire et en fait sur des dispositifs des fois qui sont assez simples à mettre en place dans son entreprise et qui évitent effectivement des biais, surtout d'hommes blancs de plus de 50 ans, dont je fais partie. Non mais voilà, donc... il y a des super initiatives qui commencent à être mises en place. Et oui. Et il faut en parler. Et c'est un sujet majeur. Dernière petite question, comment est-ce que tu fais ta veille pro ? Est-ce que tu écoutes des podcasts, tu lis, t'abonnes à une newsletter, tu regardes des séries, enfin, c'est quoi les contenus en fait, que tu aimes lire, regarder, écouter, visionner et qui t'inspirent et qui t'aident dans ta vie d'entrepreneur et de dirigeante ? En fait, je pense que je suis beaucoup moins bonne qu'avant là-dedans. Au départ, j'arrêtais pas. J'écoutais plein de podcasts. Et puis là, en fait, je pense que je suis plongée dans l'opérationnel et je le fais pas assez. Donc, j'ai à chaque fois des personnes référentes, en fait, sur certains sujets. Moi, j'ai le sujet réglementaire qui est très, très important avec ces histoires de CPF qui changent tous les 6 mois. Donc, je suis Rémi Rousseau. C'est quoi, c'est Rémi, comment tu dis ? Rémi Rousseau qui a lancé la newsletter 23, parce qu'il l'envoie tous les 23 du mois. C'est bon, ça. Avec un résumé de tout ce qu'il faut savoir au niveau réglementaire. Donc, en fait, ça me suffit parce que moi, je suis larguée. Ça me saoule. Et voilà, c'est top. Sur les sujets effectivement plus liés à la reconversion au sens large, à tous ces sujets de sens au travail. J'adore la newsletter des déviations parce qu'elle est simple et très belle, ou celle de Nouvelle Vie Pro, avec qui on organise justement, on participe à leur salon Nouvelle Vie Pro. Donc j'ai à chaque fois des interlocuteurs et la chance que j'ai, c'est que comme les accompagnatrices boosteuses de projets font une veille quasi quotidienne pour nos participants sur plein de sujets. Effectivement, ça peut être la parentalité, ça peut être les métiers en croissance, ça peut être le recrutement. Du coup, en fait, elles me poussent toutes leurs sources et moi, j'ai plus qu'à chercher. Donc non, je suis pas très très bonne. Je prends ce qu'elle m'envoie et j'ai une chance folle pour ça parce que sinon, en fait, je prends. Voilà, j'ai pas énormément de sources. Ouais, parce que ça peut être très riche. Vous êtes tellement de sujets à aborder. Mais c'est génial. Donc, tu écoutes moins de podcasts que tu disais que tu écoutais beaucoup de podcasts au départ, j'en écoute beaucoup moins. Okay. Peut-être aussi, peut-être parce que je prends moins de transport en commun. En fait, tu as des moments où des fois, tu as plein de temps pour en écouter. Là, j'en écoute moins. Donc, mais voilà, de temps en temps, quand on m'en pousse je l'écoute. Mais est-ce que tu lis la newsletter Les Talents Narratifs ? Ouais, ça a été une grosse discussion cette semaine. Oui, oui, je la lis. Je la lis. J'ai écouté les podcasts. Il était une fois l'entrepreneur. Ouais, c'est bon, tu les as tous écoutés. Pas tous, mais comme souvent, j'étais la voix de la standardiste, la secrétaire ou les machins. Donc forcément, j'étais un peu dedans. Mais non, je lis sa newsletter. Bon, faut pas dire que je vais pas en détail de tous les sujets. Il y en a certains où j'ai un peu décroché. On ne les dira pas. Un grand merci, Gaëlle. Merci à toi, Florent. Franchement, un grand merci d'avoir profité de ta venue à Rennes pour enregistrer dans le studio. Ça, c'est hyper sympa.
Je sais que tu vas retourner dans le sud-est, à Marseille, dans quelques jours. Où la météo, il y a des... Exactement, un peu de soleil, vite. Soit un peu plus forte et plus bleu. En tout cas, le ciel soit un peu plus bleu que chez nous. Un grand merci. Si vraiment on a envie enfin, moi, je t'écoute, là, je suis auditeur, auditrice. Si je veux te contacter, comment je te contacte? Qu'est-ce qui est le plus simple? LinkedIn, ton site web, qu'est-ce que tu conseillerais? Je dirais LinkedIn ou par mail. LinkedIn, Gaël Brouat. Et mon mail, c'est gaël@lescale.io. Ok. Voilà, parce que tous les escales.fr étaient pris, puisqu'on a parlé des restaurants. Et sinon, vous pouvez aller voir effectivement le site de l'escale.io pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, un grand merci Gaël. Merci à toi, merci 1000 fois pour ton invitation. Je t'en prie Gaël. Et puis bonne journée, bonne fin de soirée, ça dépend comment vous écoutez ce podcast, à tout le monde. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!